Puisqu'on va enchaîner sur les aspects réglementaires, légaux, parce qu'il y a un peu de droit derrière toute innovation. On va essayer. Donc on va essayer effectivement, Céline Moelle, merci d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes avocate et docteur en droit privé. Vous avez plusieurs années d'expérience en matière de droit des affaires, dans les sujets qu'on qualifie dans notre jargon de distri, donc contrat, distribution, concurrence. Mais c'est plutôt au titre de votre... et oui, je suis obligé de parler aussi dans le micro pour la captation, c'est ça, il faut penser à tout. C'est également au titre de votre compétence pointue en matière d'innovation et donc de blockchain et aussi de NFT qu'on vous a demandé de venir ce soir et vous avez accepté de venir de Lyon, on vous en remercie. Voilà, donc que dire d'autre ? Si ce n'est que vous avez également trouvé le temps, donc je dois être assez mal organisé en fait. Il faut qu'on se voit un petit peu pour vous donner des conseils de créer plusieurs legal tech, notamment dans le domaine des recouvrements de créances, mais aussi de la blockchain. C'est à vous. Merci. Merci pour cette invitation. Alors je vais avoir la lourde responsabilité de vous parler de régulation dans un monde où normalement la régulation était bannie, puisqu'on ne va pas revenir sur les concepts de la blockchain en tant que telle, mais au départ c'était un rejet effectivement de tous les tiers de confiance, en ce compris bien évidemment les régulateurs. Voilà, juste pour vous donner quelques éléments, on va dire d'actualité, mais également un petit peu juridique. Vous avez tous entendu parler de la faillite de FTX, d'accord? Alors quand on parle de faillite au sens commun, c'est un mot commun, d'accord, à avoir fait faillite, mais derrière ça, il y a aussi bien évidemment du juridique, d'accord, puisque au regard de la régulation américaine, eh bien, FTX a été placé en fait sous le chapitre 11 en fait qui concerne les faillites régulation US. Vous avez également comme autre actu, par exemple, Mastercard qui veut lancer des comptes bancaires en fait en crypto, d'accord. Donc moi, quand je lis, je vois une actu basique, mais je vois aussi compte bancaire. Qui dit compte bancaire dit régulation, bien évidemment. Et quand je lis crypto, eh bien crypto derrière aussi, on va voir comment on peut qualifier eh bien le mot crypto, d'accord. Donc comme d'habitude, hein, à chaque fois qu'on parle en langage commun, eh bien derrière il y a des concepts juridiques qui peuvent être rattachés. Et donc l'enjeu majeur en fait de ces sujets-là, c'est encore une fois la qualification. Voilà. Moi, c'est un peu mon combat, c'est à chaque projet, eh bien, on va tenter de le qualifier pour y adosser une réglementation. Voilà, pareil, voilà, BlackRock qui lance un produit. Alors BlackRock, c'est un fonds d'investissement par définition, c'est régulé. Et puis, quand on s'adresse à des investisseurs, eh bien c'est pareil, on a une manière de s'adresser à des investisseurs. On va avoir l'occasion de le voir. Voilà, juste pour vous montrer également que quand on parle de régulation, eh bien on parle bien évidemment aussi un petit peu de politique au sens large. Donc Bruno Le Maire, en fait, depuis plusieurs années, sans vous dire qu'il est crypto-friendly, ça serait quand même être un peu exagéré, notamment pour les amateurs de crypto-actifs, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même pour vous dire qu'il voudrait en tout cas faire de la France une place plutôt attractive. Je suis pas persuadée que les vrais entrepreneurs crypto me rejoignent là-dessus, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir été dit. Voilà, vous avez également effectivement le patron de la bourse de New York qui se positionne de manière plutôt proactive. Et puis nous avons Christine Lagarde, la présidente de la BCE, donc institution de renom. Bon, je vous laisse lire ce qu'elle dit sur les crypto-actifs. Voilà, je passe. Voilà. Juste pour vous montrer et pour vous expliquer un peu les divers enjeux, parce que en un quart d'heure, j'ai pas envie de vous faire un cours de droit et puis j'ai pas envie non plus d'aller peut-être trop loin sur tous les sujets, mais pour vous montrer en fait qu'un des événements un peu phares, ça a été effectivement l'achat d'une part de pizza en Bitcoin. Pour vous montrer, effectivement, il fallait à l'époque 10 000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Je vous laisse faire la conversion aujourd'hui, ou même où on est soi-disant dans une crise du Bitcoin. Un Bitcoin équivaut entre 16 et 20 000 dollars. Imaginez les chanceux qui en ont acheté au départ, puisqu'au départ, un Bitcoin valait 10 centimes. Voilà. Je vous laisse après faire calculer la plus-value aujourd'hui des gens qui ont acheté il y a 10 ans, et je vous laisse imaginer comment les impôts se sont emparés de cette plus-value. Je vais pas l'aborder dans cette thématique-là, mais en France, en tout cas, je vous le dis juste de manière pour faire un petit encart sur le taxe, puisque mes confrères du taxe sont là. Les plus-values à titre personnel, quand on a des crypto-actifs, sont taxées. Vous devez déclarer en fait les plus-values dans votre déclaration de
revenu selon une flat tax de 30%, et avec la nouvelle loi de finances, tout ça va évoluer. Mais ne vous inquiétez pas, la régulation fiscale sur ces sujets fonctionne. En tout cas, pour les particuliers, nous avons des règles. Voilà. Alors, je vois que nous avons à peu près les mêmes sources, donc je considère que si les chercheurs utilisent les mêmes, c'est qu'on est bon. Mais voilà, juste pour revenir, je les passe rapidement, c'est exactement la même chose, ce sont exactement les mêmes slides, et on peut parler de proof of work, de proof of stake, puisque tout bon intervenant en crypto et en blockchain à un moment intervient aussi pour faire un petit peu d'écologie et pour expliquer comment ça fonctionne, mais ça, vous l'avez déjà vu sur l'utilisation de la cryptographie comme moyen très sécurisé également. Donc voilà, nous ne nous sommes pas accordés, mais on parle des mêmes choses. Là, ça devient un petit peu plus intéressant parce que vous avez quelques logos de ce que l'on appelle actifs numériques. C'est bon? C'est bon là? Ok. Je jongle. Ça, faut que tout fonctionne en même temps. Ok. On n'est pas encore dans le métaverse, mais bientôt. Voilà, donc là, vous avez effectivement des enjeux qui, pour moi, sont importants. Vous avez effectivement le logo notamment de Bitcoin. Vous avez volontairement le logo de Binance. Et puis, vous en avez d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, les enjeux de la qualification, ça va être de savoir comment on qualifie juridiquement un Bitcoin, comment on qualifie juridiquement une plateforme qui vend des cryptoactifs, etc., etc. Et c'est ici, finalement, que le juriste a quelque chose à voir. Vraiment, ce n'était pas fait exprès, mais il y avait également Beeple. Alors, je n'ai pas cité Casuart, mais on aurait pu citer, peu importe, NFT Factory, puisque on va dire que cette œuvre a été reprise partout. Et aujourd'hui, la blockchain et les cryptos, on les retrouve partout. Banque, finance, assurance, politique, jeux, musique, art, etc., etc. Absolument partout. Alors, à mon sens, sur les jetons numériques, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas forcément face à une révolution majeure du droit. On est face à une évolution, un peu à l'image de ce qui peut se profiler désormais avec le métaverse. On a des concepts. On sait, un bon juriste va savoir quand même à un moment adosser un régime juridique à un produit, même s'il ne le connaît pas. Alors effectivement, c'est plus facile quand le législateur nous guide et nous donne, eh bien, on va dire des enveloppes adaptées et propres à chaque projet. Mais peu importe, vous allez voir qu'aujourd'hui, en matière de régulation en France, on a un petit peu de nouveaux textes, mais sinon, on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Ce qui est majeur, effectivement, c'est maintenant la définition dans le Code monétaire et financier d'un jeton. Ça, c'est fondamental puisque ça date de la loi Pacte. C'est au sein de la loi Pacte en 2019 que nous avons eu en fait la définition d'un jeton. Ça n'existait pas avant. Et juste pour être très clair, vous voyez bien que cette définition, finalement, elle est dans le Code monétaire et financier. Donc, on peut comprendre le lien entre la volonté du législateur, sa compréhension, finalement, de la blockchain, et en même temps, la définition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde la définition, de vous à moi, je ne vois pas grand-chose de très financier là-dedans. Je vois une définition plutôt technique de ce qu'est un jeton. Et pourtant, volontairement, ça a été placé dans le Code monétaire et financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, au départ, quand même, dans la loi Pacte, vous savez que c'est une loi qui était essentiellement économique. Donc finalement, je n'ai pas envie de vous dire que c'était un peu comme une poule qui découvre un couteau, mais il fallait réguler la blockchain, il fallait surtout réguler, il fallait être clair, les crypto-monnaies, et donc on l'a mis dans le Code monétaire et financier parce que dans la tête, en tout cas du législateur, blockchain égale finance, égale monnaie, donc égale Code monétaire et financier. Ok? Je pense aujourd'hui que cette définition pourrait bien évidemment figurer à un autre endroit de manière plus large que simplement dans le Code monétaire et financier. Le fait est qu'on a quand même en France déjà une définition, c'est pas si mal parce qu'il y a plein de pays aujourd'hui où il n'y a pas de définition d'un actif numérique. Donc nous avons cette définition, nous voyons donc que le jeton peut être qualifié de bien, un bien forcément incorporel en tant que tel, avec parfois un droit réel, encore une fois c'est du droit, là c'est des notions juridiques, qui est cessible, on peut céder. C'est aussi parfois un support numérique qui représente des droits. Donc ça peut aussi être qualifié d'une forme de titre. Et les droits sous-jacents sont normalement librement définis entre les parties. C'est un choix. Donc, quand on dit librement défini, eh bien, ça nous fait appel parfois au contrat, droit réel. Ça peut aussi faire appel à des droits personnels. Et puis, ça peut tout
être tout simplement la preuve de quelque chose. Toutes les notions que vous voyez là sont finalement des notions juridiques. Donc, on va dire qu'à chaque création de token, on pourrait librement envisager derrière d'y mettre ce qu'on veut à partir du moment où on arrive à juridiquement savoir ce qui se passe. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez du coup des jetons qui sont fongibles. On a déjà eu l'occasion de l'aborder. Donc, fongible veut dire interchangeable. Et vous avez également des jetons que l'on appelle non fongibles, les fameux NFT. D'accord? Et à l'intérieur, finalement, on comprend bien les enjeux. Un jeton fongible, c'est comme 1 euro. Si je vous donne 1 euro, je peux récupérer 1 euro, peu importe, ça restera toujours 1 euro. Et avec 7 euros, je peux toujours aller acheter mon croissant. Si c'est un NFT, ça veut dire que mon NFT ne vaut pas un autre NFT. D'accord? Il y a une certaine, véritablement, identification, en tout cas propre au NFT. Alors, le smart contract, je n'ai pas envie de le redéfinir trop parce qu'il a déjà été un petit peu évoqué, mais sachez que finalement, ce smart contract, on a parlé qu'un smart contract n'était pas forcément intelligent. J'ai envie de vous dire que moi, d'un point de vue juridique, le smart contract, ce n'est pas forcément un contrat. Donc, non, mais voilà, si on regarde côté scientifique, le côté smart, le scientifique va dire que ce n'est pas forcément très intelligent, et moi, le côté juridique, ce n'est pas forcément un contrat. Voilà, c'est juste, encore une fois, un nom commun qui reprend des concepts juridiques. Donc voilà, donc nous, sur les grosses problématiques de qualification, forcément, on veut savoir si les transactions, c'est-à-dire j'achète un NFT, j'achète un Bitcoin, j'achète en tout cas un token, est-ce que je peux le qualifier de vente? Derrière ça, vous imaginez bien qu'il y a notamment cette question de l'enjeu fiscal. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que je peux y adosser une fiscalité? Oui, non. Est-ce que je considère que c'est une vente? La vente est définie dans le Code civil et à partir de là, on peut également, entre guillemets, y coller un certain régime juridique. Tout va dépendre. Quel est l'objet de la transaction? Est-ce que la transaction concerne le token en tant que tel? Est-ce que la transaction concerne les droits sous-jacents au NFT? Encore une fois, c'est une question de savoir ce que l'on veut, ce que l'on achète, ce que l'on présente à l'acquisition. Quel est le périmètre du contrat? Comment qualifier un wallet? Quelles sont les problématiques également liées à la propriété intellectuelle? Est-ce que quand j'achète, est-ce que j'achète aussi une partie du droit d'auteur? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut considérer qu'un créateur d'un NFT où le NFT est créé par ordinateur, est-ce qu'un algorithme peut être considéré comme créateur d'œuvre? Est-ce qu'on peut le protéger au sens du droit d'auteur? Il y a en fait, j'ai envie de vous dire, autant de questions juridiques qu'il y a de projets. Et il y a de réponses finalement qui ne sont jamais communes. Vous pouvez avoir quelqu'un, on a vu l'exemple finalement tout à l'heure, de gamification, d'accord? Alors la gamification, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est un droit d'usage de la plateforme? Est-ce que quand j'achète finalement ma petite basket Nike, j'ai simplement le droit de l'avoir dans mon wallet? Est-ce que je peux également la mettre sur mon avatar? Est-ce que je peux ensuite céder cette chaussure, etc., etc. Est-ce que j'ai même le droit d'utiliser en tant que tel la marque Nike pour créer quelque chose? On a déjà eu quelques procédure, entre guillemets. Vous avez peut-être entendu parler des sacs à main Hermès qui ont été en fait digitalisés sous forme de NFT et bien évidemment la marque Hermès ne voulait pas, donc on appelait les méta Birkin et donc il y a eu une procédure qui a été lancée. Vous aviez également, on a parlé tout à l'heure de cinéma, vous avez eu également l'affaire de Quentin Tarantino qui a voulu en fait créer sous forme de NFT reprendre des scènes de Pulp Fiction et Miramax a dit non puisqu'en fait vous m'avez cédé tous les droits en ce compris les projets etc. La question c'est qu'à l'époque quand il a cédé ses droits, est-ce qu'on a cédé ses droits également pour créer des NFT? Bien évidemment qu'à l'époque tout ça n'était pas prévu. Aujourd'hui, pour être très honnête, on en est quand on fait des sessions, quand on fait à insérer en fait également dorénavant tous les espaces virtuels, etc., pour entre guillemets baquer juridiquement les potentiels soucis qu'on pourrait avoir dans un métaverse. Là où c'est intéressant finalement, c'est que en France, pour vous donner quand même un cadre, dans la loi Pacte, on a eu 2 volets de la régulation. Donc, je vous ai dit qu'on avait les définitions dans le Code monétaire et financier. Et de là, en fait, on a eu une régulation, ce que l'on appelait des ICO, qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc, les ICO, ce sont des levées de fonds, en fait, en crypto, en utilisant seulement les petits utilities.
Alors, c'est un peu à la mode. Aujourd'hui, ce qu'on aime bien, c'est de dire que tout est utility. Pourquoi tout est utility? Parce que quand on qualifie ça d'utility token, ça nous évite de nous coller la régulation financière qui va derrière. Donc, beaucoup de gens nous disent non, 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 mais c'est un utility, ne vous inquiétez pas. C'est pas si simple que ça. Pour faire une levée de fonds sous forme d'ICO, il faut normalement aller chercher ce que l'on appelle un visa auprès de l'autorité des marchés financiers et rédiger ce que l'on appelle un white paper, qui est white paper, si vous voulez, c'est un peu comme un document d'information, mais simplifié. Voilà. Et le bémol de cette régulation, c'est que le visa, il est optionnel. Alors, dites à un entrepreneur qui veut lever des fonds et faire une ICO qu'il n'est pas vraiment obligé d'aller voir l'AMF, que c'est qu'optionnel. Du coup, ça ne marche pas trop. Depuis la loi Pacte, on n'a eu que 3 projets qui ont obtenu le visa parce que globalement, même si on a des entrepreneurs qui sont motivés, quand on leur dit que c'est optionnel, ils n'ont pas envie forcément de payer un cabinet d'avocats, des experts comptables, etc. pour faire ça. Ça les saoule, ils préfèrent considérer qu'ils se mettent un petit peu en risque. Là où c'est plus intéressant, c'est les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Aujourd'hui, on a une 60aine de PSAN qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers. Et en fait, les PSAN, là, c'est un enregistrement obligatoire quand on veut notamment réaliser 4 services. Achat-vente de crypto contre des euros. Enfin, fiat, on appelle ça fiat dans notre jargon, mais on va dire des euros. Achat-vente crypto, conservation d'actifs numériques et également ce que l'on appelle les plateformes de change. Et on retrouve des acteurs de toute taille et c'est ça qui est important et qu'il faut que le monde entrepreneurial comprenne, c'est on a dans ces PSAN, on a des banquiers, la banque de Lubac, la filiale de la Société Générale, la Caisse des dépôts. On a des gros acteurs, Binance, Crypto.com, mais on a aussi des petits. On a des agents de change. Moi, je suis effectivement avocate à Lyon. Et bien, on a des Lyonnais qui sont enregistrés. Quand je suis arrivée, je suis tombée sur le comptoir des crypto-monnaies. Non, mais c'est vraiment le fruit du hasard en face de l'hôtel, le comptoir des crypto-monnaies. Donc, on a aussi ce que je veux dire, c'est que c'est pas que à Paris, c'est pas dans les grandes sphères, c'est pas qu'auprès des banquiers. Pour être PSAN, c'est une vraie volonté. Déjà, c'est obligatoire. Mais ça porte aussi l'espoir pour que les petits acteurs soient plus visibles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on est PSAN, c'est un vrai effort. Mais demain, vous allez voir que la réglementation MiCA va arriver. Je me dépêche. Vous allez voir que la réglementation MiCA va arriver. La réglementation MiCA, c'est quoi? C'est la réglementation européenne. C'est-à-dire que notre petite loi Pacte, elle a été dupliquée dans l'ensemble de la sphère européenne. Et demain, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été une volonté très forte du président Macron, puisque le règlement MiCA a été adopté le 30 juin à 22h50, soit 1 heure avant en fait, le moment où il cède la présidence de l'Union européenne. Et depuis, nous avons en fait le déploiement, alors qui est prévu sous l'échelle de 3 ans. En gros, on ne sait pas bien encore. On sait qu'il va être publié au journal officiel en fait en février. Après, il va y avoir entre 12 et 18 mois d'implémentation. Mais au sein de l'Union européenne, nous aurons des PSAN qui devront être conformes. Et n'importe qui aujourd'hui qui veut déployer ce type de service, donc conservation d'actifs numériques, achat-vente d'actifs numériques, devra être conforme. Et ça, c'est vraiment important parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de gens disent « Ah, mais moi, c'est pas régulé, j'y vais pas, j'ai peur, je sais pas ce que j'achète, etc. » Oui, vous avez beaucoup de projets qui aujourd'hui ne sont pas régulés. Vous avez beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas, mais vous avez aussi des acteurs qui sont régulés et qui jouent le jeu. Donc, il faut vraiment tendre, on va dire, vers ce type d'acteurs. Il faut vraiment les pousser et les accompagner. Et en tout cas, nous, c'est notre rôle. Et puis, ce que vous avez aussi, c'est que on parle beaucoup, effectivement, de PSAN. Vous avez également des NFT qui sont hors de tout contexte financier. Et j'ai envie de vous dire, sur ces sujets-là, on n'est pas forcément sur une réglementation PSAN, bien évidemment, mais en tout cas, on propose quelque chose à un autre. Et à partir du moment où je propose à la vente quelque chose, je suis soumis à minima au droit de la consommation. Et ça, c'est un champ qui est complètement oublié des plateformes. Vous allez sur toutes les plateformes aujourd'hui, je vous mets au défi d'en trouver plus de 10 qui ont des conditions générales qui tiennent la route. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est soi-disant dans un flou juridique. Pas du tout. Il y a 2 grandes catégories. Aujourd'hui, quand j'achète, c'est soit je suis un consommateur et je dois être soumis au droit de la consommation, soit je suis un investisseur et je suis soumis aux règles liées à la réglementation financière. Il n'y a pas 50 000 choix aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire que moi, d'un point de vue purement praticienne du droit, je vois beaucoup de projets en fait qui sont dans ce no man's land, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de vendre et de proposer quelque chose à la vente. Et c'est là où, à mon avis, l'enjeu de demain sur les NFT va se positionner là, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui de définition du NFT. Par contre, on a des enveloppes bien claires dans le Code civil et notamment
d'un point de vue consumériste. Et aujourd'hui, si je propose quelque chose à la vente, je suis désolée de vous dire que si vous avez un consommateur en face, vous devez avoir des conditions générales de vente dans votre marketplace, avoir des contrats qui tiennent la route et bien évidemment derrière avoir des factures, peut-être avec de la TVA, etc., pour que les choses soient faites dans les règles. Et c'est un des gros éléments qui, à mon sens, est manquant, on va dire, dans le cadre actuel. C'est bon ? C'est super. Faut que je m'arrête. Voilà.